Après plus de 30 ans de lutte fratricide sur le marché aéronautique, Airbus et Boeing en ce début de siècle optent pour des orientations stratégiquement différentes. Airbus, avec son A380 et ses 500 passagers, veut désencombrer le ciel en réduisant la fréquence des vols sur certaines destinations. Boeing, avec son 787 et ses 250 places, veut proposer au contraire des vols longue distance plus nombreux. Qui de ces deux géants de l'aviation va faire le bon choix ? Avant tout, petit retour en arrière sur cette confrontation de haute voltige. Au début du XXe siècle, William Boeing, issu d'une riche famille d'émigrés allemands, était loin de penser une carrière dans l'aviation. Je suis arrivé sur la côte en 1903 pour me lancer dans le négoce du bois. En 1910, ils seront à Los Angeles pour assister au premier meeting aérien américain et tombent amoureux de ces drôles de machines. Il essaye de convaincre un aviateur français de l'emmener faire un tour, mais malgré les promesses du pilote, il ne volera pas. À Seattle, Boeing se lie d'amitié avec un jeune capitaine de la marine, Conrad Westernwald. En 1915, les deux hommes apprennent à piloter et achètent un hydravion. Après l'avoir démonté et analysé, ils décident d'en construire un autre plus performant. Un an plus tard, Boeing fait décoller son premier appareil. 2 exemplaires sont construits et offerts à l'US Navy. Les essais ne sont pas concluants, et pour ne rien arranger, son associé est muté sur la côte Est, laissant William Boeing seul avec ses 24 employés, qu'il paye avec sa fortune personnelle. Au début, la plupart des gens avaient tendance à penser que voler était un hobby, une activité insignifiante, sans grande importance. Alors que mon père a toujours porté un grand intérêt à l'aéronautique, pressentant son rôle principal pour la défense du pays dans le futur. Boeing ne se laisse pas décourager. Quand les États-Unis entrent en guerre en 1917, Boeing est prêt avec un nouvel avion, le modèle C. L'US Navy en commande 50 exemplaires. C'est l'euphorie chez Boeing. On construit une nouvelle usine. Quelques jours plus tard, Boeing remporte un autre contrat de 50 hydravions. Ça y est, Boeing a gagné. Il construit des avions. La guerre se termine, l'armistice est signé et la Navy annule sa commande d'avions devenue inutile. Alors pour faire vivre son entreprise, Boeing se reconvertit dans la fabrique de meubles et crée des moteurs de hors-bord. Sa fortune personnelle lui permet d'éviter la banqueroute. Alors les constructeurs se lancent dans la transformation d'avions militaires en avions civils et surtout ils développent les premières lignes régulières au monde. Le transport civil vient de naître. En 1927, Boeing décroche un contrat pour un avion postal pouvant transporter, en plus du courrier, des passagers. Les passagers se doivent d'être téméraires car au-delà des risques, ils peuvent être débarqués sans autre forme de procès, à n'importe quelle escale, pour être remplacés par du courrier. À cette époque, le courrier rapporte plus que les voyageurs. Dans les années 30, se répand l'idée que l'aviation peut faire entrer le monde dans un univers pacifié en mélangeant les peuples. Cet optimisme explique le développement des compagnies aériennes de ces années-là et de la compétition sans merci entre constructeurs d'avions. En 1928, Boeing met au point le premier avion américain entièrement destiné au transport pour une quinzaine de passagers, dans un luxe surprenant. Siège en cuir, petite lampe pour la lecture et eau chaude dans les toilettes. Pour la première fois, aussi des hôtesses de l'air font partie du voyage. On leur demande d'être infirmières diplômées afin de rassurer les passagers.
J'ai été la première hôtesse de l'air employée par la compagnie aérienne de Boeing avant qu'elle ne soit vendue pour devenir United Airlines. Être une hôtesse à l'époque était très éprouvant. Il est même arrivé que certaines des filles aient à aider pour faire le plein d'avion. Je me rappelle avoir été sur l'aile d'un appareil une fois ou deux pour appuyer sur un bouton quelconque afin d'aider le copilote à démarrer les moteurs. 1930, coup de tonnerre. L'administration américaine lance la loi antitrust qui interdit aux constructeurs d'avions d'avoir leur propre compagnie. C'est un coup dur pour Boeing, qui doit se séparer de la sienne, très rentable pourtant. Celle-ci devient United Airlines, qui ambitionne le transport de passagers. United commande à Boeing 75 exemplaires de son nouvel avion, le 247, capable d'atteindre 300 km/h. C'est le premier appareil civil moderne du XXe siècle. Jamais on ne construira plus de plus gros avions, déclare un ingénieur. Il transporte 10 passagers. Dans le même temps, Boeing doit repousser les demandes d'achat de la TWA. Celle-ci, furieuse, s'adresse à un autre constructeur, McDonnell Douglas. Celui-ci est chargé de concevoir un au Boeing. Douglas sort le DC-3, plus gros, plus rapide, plus confortable. Avec le DC-3, Douglas remporte la totalité des nouvelles commandes du marché américain. William Boeing, déçu et découragé, abandonne son poste de PDG et prend sa retraite à 53 ans. Boeing continue sans son fondateur et embauche un nouveau président, Claret Becht. Beaucoup pensaient à propos de Boeing, ils avaient été balayés du domaine de l'aviation commerciale par Douglas. Ils construisaient bien toujours des avions militaires, mais il n'y avait pas de marché militaire. Boeing se lance alors dans la course à la construction d'appareils long courrier. Le premier d'entre eux est le Clipper en 1938, un appareil imposant qui modifie totalement la conception du transport aérien sur longue distance. Les passagers voyagent entre leur cabine et la salle à manger. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le V-17 est produit à 13 000 exemplaires, principalement par Boeing, mais aussi par Douglas et Lockheed, qui mangent leur chapeau en étant obligés de construire l'avion de leur principal concurrent sous licence. Boeing fabrique 2 avions par heure. Boeing se remet sur le marché du transport avec un dérivé civil du B-29. Boeing en fabrique 50 exemplaires, mais Douglas, avec son DC-6 et surtout Lockheed, avec son Constellation, continue à se tailler la part du lion pour le transport civil, comme en France, où Air France fait baptiser son premier Constellation par des stars du moment. Boeing conçoit un nouveau bombardier à réaction, le B-52 Stratofortress. Un appareil étonnant. Boeing, toujours à la recherche d'une place sur le créneau des avions commerciaux, pense alors à développer une version civile de cet appareil. Mais personne ne croit à l'époque au transport de passagers par des avions à réaction. En 1954, après bien des fortunes diverses avec son concurrent McDonnell Douglas, Boeing lance son premier avion à réaction destiné au transport civil et qui va bouleverser l'histoire de l'aviation. Le fameux 707. C'était vraiment le point culminant de la bataille entre Boeing et Douglas. Et jamais l'enjeu n'avait été aussi élevé. Le marché à prendre était colossal, et si Boeing ne remportait pas ce combat-là, la compagnie savait qu'elle serait enterrée pour de bon et à tout jamais. Le programme est un énorme succès. Et 1000 appareils de ce type sortiront des chaînes de montage. Fin des années 90, plus de 130 707 volaient encore. Cet appareil a permis à Boeing, en devançant son concurrent Douglas, d'accéder après 40 ans d'efforts au statut de plus gros constructeur d'avions au monde. Pour comprendre la rivalité d'aujourd'hui entre Boeing et Airbus, il faut connaître l'histoire de la Caravelle.
En Europe, le premier appareil à réaction civile s'appelle la Caravelle, construite à Toulouse par Sud Aviation. Elle bouleverse toutes les conceptions aéronautiques avec ses 2 réacteurs à l'arrière. Des réacteurs Rolls-Royce, car on pense déjà à l'Europe. C'est à cette époque l'avion le plus moderne du monde, et Sud Aviation pense avoir flairé le bon filon. Pour l'ensemble des passagers, c'est un avion sûr et confortable. C'est un démarrage foudroyant. Air France en commande 29 et Madame de Gaulle baptise la première Caravelle Air France en 1959. Caravelle devient le symbole des années 60. À Orly, lorsqu'on se promène sur la terrasse, on n'a Dieu que pour cet appareil. La Caravelle avait un défaut, c'était un excellent appareil, la Caravelle, absolument un très bel avion, une bonne rentabilité, mais il avait un défaut, c'est des soutes insuffisantes. Georges Éreille, le patron de Sud Aviation, est fou de joie. Il a signé avec McDonnell Douglas un accord de vente exclusif de la Caravelle aux États-Unis et même de fabrication sous licence. Douglas, le 2e constructeur du monde, la fortune de Sud Aviation est faite. En réalité, les Français se font berner. Ils se montrent certes arrogants, refusent d'apporter certaines modifications réclamées par Douglas, mais surtout Douglas profite de son exclusivité de vente pour en geler la commercialisation et pour peaufiner la mise au point d'un appareil concurrent tenant compte des demandes des compagnies, le DC-9. Les dirigeants français n'ont pas compris qu'en définitif, il n'existait pas de raison valable pour que les Américains acceptent de devenir de simples sous-traitants et abandonnent le contrôle d'une partie du marché. En Amérique du Sud, des missions américaines persuadent les gouvernements de ne pas acheter Caravelle. Elle est trop mal conçue et dangereuse, prétendent-ils. En Argentine et au Brésil, là où on avait réussi à vendre quelques exemplaires, les Américains proposent de les racheter pour les envoyer à la ferraille et pour les remplacer par des avions américains payables en 8 ans à seulement 2,5 d'intérêt. Un taux incroyablement bas, très en dessous des conditions du marché. Si les Américains conservent le monopole des moyens courriers à réaction, cela va achever les Européens que s'ils ne veulent pas devenir dans le domaine de l'aviation civile une colonie américaine, ils doivent s'unir et faire front. Avec Caravelle, les Américains ont blessé l'orgueil des Français et leur ont donné l'envie de les combattre sur leur propre terrain. Boeing va alors tout écraser sur son passage avec le Boeing 747. Le 9 février 69, après avoir longtemps repoussé le décollage, le 747 s'envole enfin. Boeing a réussi le lancement du plus formidable appareil de la seconde moitié du XXe siècle. Le 747 double la capacité de passagers et en vend plus de 1000 exemplaires dans le monde entier. En Europe, à la même époque, on regarde ailleurs. On ne croit pas au transport de masse. On pense que le marché demeure celui du transport de luxe pour hommes d'affaires pressés. On pense jet set, on pense Concorde et on se trompe. Concorde est le plus fantastique et le plus cher pari aéronautique franco-anglais du siècle. L'un des fiascos les plus retentissants, mais aussi l'un des derniers avions mythiques. Boeing